Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de me partager mon écran. Armel, tu es la seule à pouvoir parler. Est-ce que tu peux me dire si tu vois l'écran? Je vois l'écran. Magnifique. Très bien. Merci à tous. Merci à tous d'être là. Nous, on est absolument ravis d'être ici. Ravis d'avoir été sélectionné par l'équipe d'Agile en ligne, à qui je tire personnellement un très, 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 très grand chapeau d'avoir réussi à mener ça en aussi peu de temps, et on va essayer d'être à la hauteur de ce qui va être fait. On est venu vous parler de l'agilité vue comme un virus. Alors peut-être en préalable, c'est un sujet que nous avons commencé à travailler en 2019. Alors on peut soit voir qu'on était très en avance sur notre temps, ou alors qu'on a des dons de préscience, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà. La théorie du complot, au choix. Ou la théorie du complot, carrément. Voilà. Alors donc, moi je m'appelle Fabrice Bock, et je suis cultivateur à l'INSEE. Alors, Armel Keul, du coup, je suis aussi à l'INSEE, mais moi j'ai droit d'être une Batwoman. Voilà, alors, le contenu de ce qu'on vous propose cet après-midi. On va essayer de réfléchir ensemble. Voilà, c'est quoi l'agilité en vrai? Alors je dis ensemble, mais finalement, un des effets de ce système un peu en remote, c'est que finalement, vous êtes devant moi, mais je ne vous vois pas et je ne vous entends pas, et ce qui est quand même une différence fondamentale par rapport à une présentation classique. Mais on va essayer de se débrouiller pour faire en sorte que cette interaction puisse quand même avoir lieu. Deuxième point, voilà, est-ce que l'agilité, ça peut être vu comme un système d'exploitation d'un ordinateur? C'est-à-dire, est-ce que ça peut se changer facilement? Et puis, nous tournerons enfin sur la virologie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un virus? Qu'est-ce que c'est qu'un terrain propice et un patient zéro? Qu'est-ce que c'est comment se propage un virus et comment ça accélère, comment ça mute? Qu'est-ce que c'est que la résilience et la perte de vitesse? Et tout ça, bien entendu, nous l'appliquerons à l'agilité, et on terminera en se disant, voilà, à partir de maintenant, essayons de penser viral. Voilà, alors, mais c'est quoi l'agilité en vrai? Alors, notre définition, c'est que l'agilité, c'est une façon d'appréhender le monde. Alors, pourquoi? Parce que, et on en parlait à notre table juste avant, il existe globalement deux grands types de problèmes. On va dire qu'il y a le côté droit, j'ai toujours un petit peu de mal avec ma droite et ma gauche. Il y a le côté droit qui est la partie simple et compliquée, où globalement, on est sur des événements qui sont prévisibles. On est sur des situations qui sont prévisibles avec des causes et des conséquences bien identifiées, bien chaînées. Et la partie gauche, qui est complexe et chaotique, alors il y a une distinction, mais je ne veux pas rentrer là-dedans tout de suite, où globalement, cette relation, cet enchaînement simple de causes et de conséquences n'existe pas. Et comme il y a deux grands types de problèmes, globalement, il y a deux grands types de méthodes. C'est-à-dire qu'il y a la méthode cartésienne, celle que nous enseigne à l'école pour les problèmes simples et compliqués. Et puis, il y a une autre méthode qui existe pour résoudre les problèmes complexes. Et c'est là que cette distinction est fondamentale, parce que finalement, cette méthode pour résoudre les problèmes complexes, on ne nous l'apprend pas dans le cadre de nos études, que ce soit dans la formation initiale et même en grande partie dans la formation continue. Or, l'agilité, finalement, c'est une de ces méthodes. Et c'est une méthode pour résoudre des problèmes complexes. L'agilité n'est pas efficace sur des problèmes évidents ou compliqués. Il y a d'autres méthodes qui existent. On peut s'inspirer du Lean, on peut s'inspirer de choses comme ça. Mais en tout cas, pour résoudre des problèmes évidents ou compliqués, finalement, l'agilité n'est pas utile. À l'inverse, les méthodes analytiques, cartésiennes, celles qu'on nous enseigne, sont parfaitement inopérantes sur des problèmes complexes. Et on a beau essayer d'appliquer ces méthodes sur des problèmes complexes, eh bien, on résout rien, mais au contraire, on rajoute de la complexité. Donc, l'agilité, c'est un outil qui est parfaitement nécessaire à chacun. Alors, pourquoi cette image? Parce que quelqu'un a dit, en général, on ne peut pas connaître le monde a priori. Nous avons besoin de le toucher, d'où le symbole de ce jeu de Colin-Maillard. Nous avons besoin de le toucher pour avoir un feedback, pour que ce monde nous renvoie un feedback, et c'est comme ça que nous appréhendons, que nous comprenons le monde.
Et la personne qui a dit ça, c'est Alistair Cockburn, et c'est pas un hasard si c'est un des signataires du manifeste Agile. Je pense que cette nécessité de toucher le monde, d'avoir un feedback pour le comprendre, c'est au cœur de la démarche Agile. Alors évidemment, ces deux méthodes, ces deux modes de réflexion, elles sont parfaitement nécessaires et utiles au sein d'une entreprise. Et finalement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout résoudre par des problèmes, par une méthode classique, par une méthode cartésienne, comme ce qu'on a cru jusque dans les années 2000, au milieu des années 2000, globalement. On ne peut pas tout résoudre par des méthodes cartésiennes. Nous avons besoin de méthodes pour résoudre les problèmes complexes. Alors, cet enseignement, on va dire, cette information, a fini par arriver aux managers. Mais on est arrivé à la problématique suivante, c'est-à-dire que ces managers se sont dit, OK, c'est très simple, du coup, je vais aller acheter 2 kilos d'agilité. Je vais aller acheter de l'agilité comme j'achèterais n'importe quoi, comme j'achèterais une prestation quelconque. Mais la question du coup que ça pose, c'est l'agilité est-elle un produit comme un autre? A priori, moi, je suis tenant de dire que absolument pas, puisque en fait, ce dont on parle, c'est pas simplement des pratiques, c'est pas seulement des petits trucs, pas seulement des choses comme ça, mais c'est beaucoup plus largement que ça. C'est globalement un changement d'état d'esprit. Donc, la situation actuelle où on a finalement réussi à créer ce que j'appelle des supermarchés de l'agilité, avec, et ben voilà, je vais vous installer du XP, on a une promo sur le Kanban, je vous mettrai 3 Scrum Masters, Safe, c'est pareil, avec plein de trucs, des modèles tout prêts, des frameworks tout prêts, personnellement, qu'on achèterait sur l'étagère et puis qu'il n'y aurait plus qu'à installer au sein de notre organisation. Moi, j'y crois absolument pas. Et je suis extrêmement méfiant, en tant que manager cette fois, sur les personnes qui viennent et qui me disent bah, il n'y a qu'à utiliser ça, il n'y a qu'à utiliser ça. C'est comme si on pouvait changer de mode de pensée, parce que finalement, passer en mode agile, c'est changer de mode de pensée, comme on change le système d'exploitation d'un ordinateur. Donc moi, j'y crois absolument pas, et je suis extrêmement méfiant, parce que il y a des... j'entends des consultants, j'entends majoritairement des consultants qui viennent et qui ne raisonnent qu'à travers les frameworks. Alors là, ce que je dénonce là, hein, c'est le côté un peu Diafoirus. Dans la pièce de Molière, Diafoirus, c'est le malade imaginaire. Dans la pièce de Molière, il n'y a qu'une seule connaissance, il n'y a qu'une seule solution apportée par ce médecin qui ne connaît finalement pas grand-chose, c'est la saignée. Et à chaque problème, c'est la saignée. Et aujourd'hui, on entend à chaque problème, bah, finalement, c'est la solution, elle est unique là aussi. La solution, c'est les frameworks. Et finalement, à chacun son framework, à chacun sa spécialité, et il n'y a pas de réflexion. Alors, du coup, est-ce que c'est beaucoup plus sérieux qu'en 1773, quand on disait bah, la solution à toutes les maladies? Donc, nous, on défend l'idée que l'agilité n'est pas un produit sur étagère et que pour comprendre comment l'agilité naît, comment l'agilité se diffuse, comment est-ce qu'elle vit ou est-ce qu'elle meurt au sein des organisations, il faut qu'on s'inspire de la virologie. Alors, la virologie, du coup, tout le monde est devenu un petit peu spécialiste par la force des choses là depuis quelques semaines. Moi le premier, évidemment. Mais du coup, j'ai découvert des trucs. Alors, quand on a commencé à écrire cette présentation, on nous a dit voilà, mais tu te rends compte, tu compares l'agilité, quelque chose de positif, avec un virus, qui est quelque chose qui est forcément négatif. Et encore, c'était avant le Covid. Mais pas du tout. D'ailleurs, quand on recherche un petit peu dans la littérature, on s'aperçoit que 8% de notre génome humain, en fait, provient de virus ancestraux. C'est-à-dire que, globalement, ils sont en nous aujourd'hui et ils nous ont fait évoluer. Donc, on a trouvé 36 traces de virus ancestraux dans notre ADN et même, on suppose que c'est un virus qui a fait muter nos organismes pour qu'on crée le placenta. C'est-à-dire que, globalement, si aujourd'hui, il y a des mammifères sur la Terre, dont les êtres humains, c'est grâce à un virus. Voilà, donc petite incise, un virus n'est pas forcément négatif.
Un virus, c'est quoi? C'est un minuscule code génétique capable de faire muter l'organisme qui le reçoit. Or, il se trouve que l'agilité, c'est pas forcément quelque chose d'immense. L'agilité peut être une idée parfaitement minuscule. On a l'exemple avec Modern Agile ou avec Art of Agile, où finalement, ça tient en très peu d'idées, finalement, l'agilité. Mais du coup, c'est quoi une idée virale? Alors, si on cherche un petit peu ce qui se dit dans la littérature, on trouve un certain nombre de définitions. La première définition, elle est dans le livre Contagion en français, qui dit, bah voilà, alors on peut faire le lien avec une marque de café là, qui est sur le côté. La première chose, c'est que ça me donne une valeur sociale, c'est une monnaie sociale. C'est-à-dire, est-ce que globalement, cette idée, cette chose me donne une valeur sociale auprès des autres? Donc, si je prends cette marque de café, j'apparais super cool. C'est connu. Ça fait partie de. Donc, ça a une vraie valeur sociale. Ça me place sur l'échelle sociale des gens qui sont cool. Est-ce que ça crée un automatisme, trigger? Oui. Si je prends café, tout de suite, je vais penser à cette marque-là. Est-ce que ça crée des émotions? Oui, grâce à la publicité, qui est très centrée sur les émotions, sur ce qu'on peut ressentir en buvant ce café, ou finalement on boit pas du café, mais on boit, on s'identifie et tout ça. Je peux faire ça en public, absolument. Donc je peux montrer, donc je peux être fier de ce que je fais. Ça a une valeur pratique, parce que c'est pas un café. Et puis, ça me raconte une histoire. Alors là, je ne vais pas vous vendre l'idée que si vous buvez une tasse de ce café, vous allez être sur les genoux de certains acteurs célèbres, mais vous l'imaginez aussi bien. Et si on ramène ça à l'agilité, là, également, l'agilité, c'est une monnaie sociale. Bien, on peut tous être identifiés. Non, mais tu te rends compte, je suis agile. Là. Je suis même spécialiste de l'agilité. C'est une monnaie sociale. Ça place son monde. C'est un automatisme. On a réussi à faire passer l'idée que changement organisationnel, changement dans les pratiques, voilà, c'est de l'agilité. Des émotions aussi, parce qu'il y a une fierté qui s'installe, parce que globalement, il y a des choses qui sont... En fait, je peux le faire en public, puisque je colle des post-it, du coup, je suis agile. Une application pratique, bien entendu. On peut maintenant montrer des véritables résultats. Et puis, la narration, elle est là également. Qui n'a pas raconté l'histoire de ce week-end au ski en 2001, qui a débouché sur l'écriture de quelques grands principes. Si on bascule, si on regarde un autre modèle, il y a dans ce livre-là, qu'est-ce qui rend une idée contagieuse? D'abord, elle est simple. Et l'agilité, voilà, c'est quelque chose de simple, on a dit. C'est quelque chose également d'inattendu. Alors ça, c'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai et ça commence à être un problème. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais en tout cas, dans les premiers temps, l'agilité, c'est inattendu. Parce que globalement, on va à l'inverse de ce qui paraît, de ce qu'on nous a enseigné à l'école. On va à l'inverse de ce qu'on raconte les gens. Ben non, on ne fait pas de plan. Voilà. Si on fait un plan, bon, c'est juste histoire de... Mais globalement, on a plutôt l'adaptation au changement que le suivi d'un plan. C'est évidemment concret. C'est crédible, puisque maintenant, on peut montrer des métriques qui montrent qu'un projet agile, dans tous les cas, a plus de chances de réussir quelle que soit la taille, qu'un projet classique. Ça génère une émotion, puisqu'il y a une certaine fierté, il y a un certain militantisme là-dedans. Et là aussi, ça raconte une histoire, on peut raconter une histoire, on peut faire du storytelling là-dessus. C'est assez facile. Et si on regarde, et ce sera le dernier exemple que raconte Seth Godin, il dit à peu près la même chose. C'est-à-dire d'abord, il faut que ça soit inédit. Donc là, on retrouve ce côté nouveau, qui est de moins en moins vrai, et c'est un problème. C'est imitable, parce que ce que je fais, moi, dans mon entreprise, vous pouvez le faire, vous, dans votre entreprise, très facilement. C'est immédiat, je n'ai pas besoin de suivre 7 ans de formation, ce qu'il faut être minimum pour être médecin, pour mettre en place l'agilité, mais globalement, je peux commencer une première action dès lundi en rejoignant mon poste de travail. C'est interactif, c'est-à-dire que globalement, c'est pas quelque chose qui descend du ciel, qui descend d'une chaire universitaire, mais c'est quelque chose qui se co-construit. C'est subversif. C'est subversif. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Et l'agilité, forcément, est subversive parce qu'elle touche à des équilibres à des équilibres importants. Et dernier point, c'est un acte militant parce qu'effectivement, les agilistes croient en ce qu'ils font et effectivement militent pour généraliser leurs idées.
Donc, du coup, on voit que, quelle que soit la définition de la viralité des idées qu'on regarde, bah, l'agilité correspond. L'agilité a un vrai potentiel viral. Donc, elle reste inédite. Et je pense que si c'est un des problèmes actuels, parce que globalement, on voit que dans certaines entreprises, l'agilité est en train de reculer. Elle est en train de reculer parce que globalement, aujourd'hui, elle n'est plus nouvelle. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc, du coup, ce qu'il faut pour implanter un virus, c'est tout d'abord un patient zéro et il faut un terrain propice. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un terrain propice? C'est un lieu où le top management soutient et protège. Il soutient et il protège. C'est-à-dire que globalement, il laisse faire. Il ne fait pas, il laisse faire. C'est un lieu où on valorise l'expérimentation. C'est un lieu où on va s'inviter à changer. Et il faut le bon moment. Alors, un top management qui soutient et qui protège, je pense que tout est défini dans le livre sur le host leadership, cher à Laurent Sarrazin et à Géry Derbier. Tout est défini là-dedans. Donc, du coup, c'est une position plutôt d'hôte d'une soirée. Hein. Si vous ne connaissez pas le livre, je vous le recommande chaudement. Donc, ce n'est pas un acte de management de le laisser faire. C'est bien plutôt une position d'hôte. Une valorisation de l'expérimentation. S'il n'y a pas possibilité d'expérimenter, globalement, on n'aura pas le droit à l'erreur. Si on n'a pas le droit à l'erreur, on ne fait pas. Donc, il faut avoir le droit à expérimenter et que cette expérimentation soit valorisée, y compris quand elle échoue. Et enfin, s'inviter à changer. Alors, comment on change? Ça ne peut pas être une injonction. Je ne peux pas vous demander de changer. Ça n'existe pas. Le top management ne peut pas dire « je vous demande de changer ». Ça, je n'y crois absolument pas. Par contre, on peut collectivement décider de s'inviter à changer. Et ça, la démarche est tout à fait différente. Alors, là aussi, voilà, c'est un livre que je trouve extrêmement intéressant là-dessus, sur le leadership par invitation. C'est-à-dire comment on passe d'une logique de contraindre les gens à une logique d'inviter les gens à. Et enfin, un moment d'urgence. Alors, ça a été assez mal perçu, ce moment d'urgence. On dit qu'il faut toujours faire les choses dans l'urgence. Je pense que c'est pas l'idée. C'est pas l'idée de Kotter. L'idée de Kotter, c'est de dire, voilà, s'il n'y a pas de raison objective de changer, bah, globalement, je ne vais pas changer, même si l'idée est excellente. Donc, il faut qu'il y ait quand même cette idée. Il faut que ça soit au bon moment. Et du coup, une fois que vous avez ce lieu propice, bah, vous pouvez choisir votre patient zéro. Alors, voilà un lion. Voilà un lion parfaitement déterminé qui montre que, globalement, tous les lions peuvent manger notre couscous, puisque lui, il le fait. Ce qu'on veut dire par là, c'est que le patient zéro, il est forcément, dans le cas de l'agilité, il est forcément bidonné. Il est forcément truqué. On ne peut pas prendre le risque de faire un vrai test sur le patient zéro. Donc, voilà notre vrai lion. Voilà, maintenant que nous avons notre patient zéro, nous allons voir comment propager nos idées. En effet, maintenant que vous avez votre patient zéro, c'est super, voilà, mais il faut le faire vivre, il faut essayer de faire propager cette idée. Et notamment, nous allons nous intéresser à une courbe mise en place par un certain Geoffrey Moore, s'il te plaît, Fabrice, qui est en fait une courbe d'adoption d'un produit qu'il a mis en place en 91. Et nous allons voir à travers cet axiome comment elle peut s'appliquer à notre idée et notamment l'agilité. S'il te plaît, Fabrice. Alors, premier axiome, une nouvelle idée suit la courbe d'adoption plus ou moins rapidement. C'est-à-dire que peu importe votre idée, dans tous les cas, elle suivra cette courbe d'adoption. Elle passera par différentes phases, on a vu, très colorées, très jolies. Et deuxième axiome, il va réussir à comprendre ce qu'il faut passer. Ouais, super. L'adoption d'une nouvelle idée passe par différentes populations. Donc, elles étaient ici représentées sur la courbe par différentes couleurs. Et donc, ces populations via des innovateurs aux retardataires, les late adopters. En anglais, voilà. Troisième axiome, chaque population a des attentes différentes. Et votre stratégie, dans ce cas-là, doit être différente
à chaque étape. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous adresser aux innovateurs comme vous allez vous adresser aux retardataires. En effet, les innovateurs veulent explorer. C'est les premières personnes que vous allez toucher, ce sont ceux qui seront enthousiastes, qui verront de l'intérêt, peu importe ce que vous allez leur proposer. C'est un peu les influenceurs geeks. Vous leur mettez l'iPhone 11 dans les mains, ils sont heureux, ils sont super contents, ils vont tripatouiller, ils vont essayer d'ouvrir, de voir comment ça fonctionne. Et ils aiment bien démonter les choses pour voir comment ça marche, etc., etc. Ils acceptent que le produit ne soit pas complètement fini, ils essaieront de faire avec. Après, il va falloir passer un fossé, donc qui est décrit comme étant un little chasm en anglais, et aller aux adopteurs précoces. Eux, ils veulent plus une idée, ils veulent plus quelque chose sur lequel ils peuvent explorer, etc., ou sur lequel ils peuvent co-construire avec vous. Eux, ils veulent un avantage. C'est des décideurs volontaires qui sont plutôt dans une logique de why métier. Pourquoi est-ce que j'utiliserais cet outil-là plutôt qu'un autre? Pourquoi est-ce que j'utiliserais votre outil? Eux, pour le coup, ils acceptent que ça marche pas complètement, mais ils veulent que ça marche à peu près. Et ils veulent absolument être les premiers, ils aiment le risque. Donc, vous pouvez essayer d'y aller. Mais il va falloir changer votre stratégie et non pas montrer quelque chose de fun et d'attractif, mais vraiment quelque chose qui leur dit, bah voilà, là, vous avez l'avantage stratégique en adoptant notre idée. C'est ça qu'il faut faire. Après, on va passer sur la majorité. La majorité, pour le coup, elle veut une sécurité. Et donc là, c'est ce moment où vous allez passer un énorme gouffre. Parce que au lieu d'avoir quelque chose qui fonctionne à peu près globalement, ou si vous vous mettez un peu à gauche en diagonale en tendant le bras, ça devrait fonctionner, vous devriez capter. Et bien là, eux, non. Ils veulent que ça fonctionne, peu importe la position où ils sont, peu importe où ils sont. S'ils sont en race campagne, il faut que ça fonctionne, etc., etc. Donc, c'est à ce moment-là que on passe donc à notre quatrième axiome, qui est que franchir le petit gouffre, donc le fossé dont je vous parlais, consiste à passer d'une logique de comment à une logique de pourquoi. C'est plus comment est-ce qu'on fait pour adopter l'agilité, mais pourquoi est-ce que j'adopterai l'agilité? Et donc, après ce fameux fossé, il y a ce grand gouffre énorme, big scary, qui fait très très peur, etc. Et ça, il faut plutôt se dire, c'est une campagne militaire. Parce que, comme le dit Geoffrey Moore, si vous rentrez dans la plus grande partie du marché, vous allez faire un acte d'agression et vous allez en fait vous retrouver comme un envahisseur et personne ne voudra de vous. Personne ne voudra de votre présence. Du coup, Geoffrey Moore utilise l'image du débarquement fait par les Alliés. C'est-à-dire qu'on va sélectionner des petites plages, en l'occurrence, merci Ferris, un secteur de niche, une sorte de tête de pont. Il faut en extraire les anciens produits, les anciennes méthodes en l'occurrence, sécuriser le périmètre et ne jamais reculer. Donc, pour reprendre un peu l'image du débarquement, il faut prendre la plage, retirer les Allemands et ne pas reculer, toujours avancer. Au pire, vous mettez les Allemands du côté mer et puis ça se passera bien. Et donc, au lieu d'essayer de tout raser d'un seul coup, vous y allez pas à pas et vous sécurisez chaque segment et chaque pas. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire là. Oui, voilà. Donc, ce qu'explique Geoffrey Moore, c'est que essayer de traverser ce gouffre sans prendre une approche de marché de niche, c'est comme essayer d'allumer un feu sans étincelle. Ça fonctionne beaucoup moins bien. Essayez de demander aux joueurs de Koh-Lanta, ils vous en diront beaucoup. Et donc, la tête de pont, donc action 6, pardon, la tête de pont doit être prise rapidement, par surprise si possible, parce que vu qu'ils ne s'y attendent pas, ils vous laisseront passer, et avec une armée constituée et bien formée.
D'où le côté, il faut que ça fonctionne parfaitement. Il ne faut plus qu'il y ait de bugs, etc. Il faut que vous ayez sécurisé votre idée. Cependant, puisque nous sommes sur une logique d'écosystème et de viralité, etc., la viralité agile va se heurter au mécanisme de défense de l'écosystème. Et oui, vous avez des jolis petits anticorps qui vous protègent. Et vu que nous sommes un virus, il ne va pas de nous. Et donc, on va avoir 4 grandes attitudes dans les anticorps. C'est-à-dire, vous aurez d'abord le « on l'a déjà tenté, ça n'a pas marché ». Non mais, sérieusement, quoi. Votre idée, on l'a déjà vue, et puis bon, voilà. Ou non mais, vous voyez pas que ça fonctionne pas ici? Genre, ça n'a pas lieu d'être ici, voyons. On a déjà fait ça, laissez tomber, au revoir. Non mais attendez, c'est beaucoup trop risqué. Vous n'imaginez même pas, c'est horrible. Donc, action 7, vous allez être traité comme des éléments étrangers à expulser. Vous serez attaqué par les anticorps, mais en tout cas, c'est une réaction normale. Si ça ne se passe pas, c'est que votre système n'est plus vivant, et là, ce sera un autre problème que d'essayer de propager la viralité agile. Nous vous conseillons d'appeler un médecin rapidement. Mais voilà. Donc, la grande question, c'est qui de vous ou des anticorps gagnera? Et votre plus grand enjeu après le patient zéro, c'est votre vitesse de dispersion. Alors, c'est toujours bon de citer un film de Funès au milieu d'une conférence agile. Donc, que la révolution est comme une bicyclette, quand elle n'avance plus, elle tombe. Et l'inerce, Che Guevara, pour ceux qui n'ont pas reconnu Rabbi Jacob. Globalement, je pense que c'est exactement la même idée pour l'agilité. Quand l'agilité, c'est comme une bicyclette, quand elle n'avance plus, elle meurt. Et je pense que c'est qu'on commence à constater dans certaines entreprises après, voilà, ce qui va faire bientôt 20 ans d'expérimentation. Alors, c'est aussi vrai des virus. Hein, quand ils n'arrivent plus à se disperser, ma foi, ils meurent. Et donc, tout est une question de vitesse de dispersion. Parce que si vous allez trop vite, votre écosystème peut mourir. Si vous généralisez l'agilité trop rapidement au sein de votre organisation. Et si vous... J'y crois assez peu, finalement, à ce risque-là. Par contre, je suis assez persuadé que si on prend trop de temps, si on y va trop lentement, eh ben, voilà, ça laisse le temps aux anticorps de réagir. Et du coup, vous allez aussi échouer sur votre transformation agile. Alors, l'agilité progresse-t-elle et puis surtout, comment progresse-t-elle? Il y a quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur la viralité des idées, qui est Malcolm Gladwell, qui dit que globalement, il y a 3 profils rares au sein de toute organisation, et ils existent dans toute organisation humaine. Vous avez tout d'abord les mavens. C'est un terme yiddish. C'est les experts d'un domaine bien particulier. Par exemple, si vous prenez la blockchain, vous avez Nabila, qui est une experte de ce domaine-là, et qui, quand elle donne son avis, finalement, elle est écoutée, et ça peut faire pencher les gens. Ça donne une certaine garantie à votre idée, à votre proposition. Vous avez ensuite les connecteurs. Les connecteurs, c'est ceux qui connaissent tout le monde, qui sont au croisement de plein de réseaux différents, et qui finalement sont capables de faire sauter votre idée d'un réseau, d'un sous-réseau à un autre au sein de l'organisation. Donc ça, c'est un deuxième profil extrêmement intéressant. Et puis, le troisième profil extrêmement intéressant, c'est les vendeurs. Les vendeurs qui sont capables d'expliquer simplement une idée complexe ou compliquée et qui est capable de persuader. Donc ça, ces 3 profils, en fait, sont complètement complémentaires. C'est-à-dire que vous avez besoin d'experts pour faire et garantir le message. Vous avez besoin de ces connecteurs parce que c'est eux qui créent les liens. Et vous avez besoin de ces vendeurs parce que finalement, c'est eux qui vont être capables de persuader les gens au sein de ce fonctionnement. Par contre, il me paraît évident, alors c'est parfaitement vrai d'un virus, et on le voit d'ailleurs du Covid, c'est que la résilience d'un virus dépend de sa capacité à muter. Parce que sinon, globalement, au bout d'un moment, le virus meurt. Alors, tant mieux pour le Covid. Pour l'agilité, j'en suis beaucoup moins persuadé. Et si la viralité agile
n'est pas capable de s'adapter, n'est pas capable de s'adapter à son contexte qui est en constante variation, en total, enfin voilà, qui varie tout le temps, et là, globalement, on risque de se retrouver face à une ruine. Et on fera visiter cette ruine de la transfo agile qui aura mal tourné, parce que globalement, l'agilité n'aura pas su s'adapter au changement de contexte. Alors, Armel l'a dit tout à l'heure, le principal risque, c'est de sous-estimer les anticorps et de se laisser aussi. Il est parfaitement normal de se faire attaquer par les anticorps. Voilà. Et c'est plutôt un signe de santé. C'est un signe de santé pour vous et aussi pour l'organisme qui vous héberge. Du coup, si on veut résumer notre propos qui est, voilà, soyez cette viralité agile, on va vous parler d'homéostasie. Alors, l'homéostasie, c'est tout simplement la capacité d'un système à rester constant dans le temps. Donc, votre organisation, celle pour laquelle vous travaillez, c'est un organisme vivant. Un organisme vivant, ce n'est pas une machine. On est très très loin maintenant de cette image d'une machine au service de la production d'argent. L'organisation, votre organisation, c'est un organisme vivant. Et quand vous apportez une nouvelle idée comme l'agilité ou le design ou tout ce que vous voulez, vous êtes un virus. Vous êtes un virus et donc du coup, les mécanismes de défense sont forcément contre vous parce que vous êtes l'élément extérieur. Donc, il faut créer un terrain favorable, on l'a vu tout à l'heure, en affaiblissant ces différents mécanismes de défense, ces anticorps. Ensuite, il va falloir que vous progressiez. La diffusion virale passe par 3 stades, les 3 stades que Carmel a décrits tout à l'heure, entre les innovateurs, les early adopters et puis la majorité. Donc, il faut que vous soyez au clair sur l'endroit où vous en êtes, parce que votre stratégie, elle doit être parfaitement en rapport avec l'étape dans laquelle vous en êtes. Si vous êtes en train de passer sur la majorité, ça ne sert à rien d'expliquer le pourquoi, ça ne sert à rien d'expliquer le comment. Ce qu'ils veulent, c'est que ça marche. Et il faut truquer votre patient zéro si vous en êtes tout à fait au départ. L'accélération, donc il faut miser sur les connecteurs, sur les mavens, sur les vendeurs, parce que c'est eux qui vont vous permettre à l'agilité de se diffuser au sein de votre organisation, de votre entreprise. Il faut les détecter, mais on les connaît tous. Si on fait le lien, si on se demande qui est-ce qui connaît tout le monde, qui est-ce qui est spécialiste et qui est-ce qui est capable de persuader un Inuit d'acheter un frigo, on a tous la réponse à cette question au sein de notre entreprise. Et enfin, adaptez-vous à votre contexte. Dépassez les frameworks parce qu'encore une fois, ça paraît difficile de croire qu'on puisse acheter l'agilité sur étagère. L'agilité, elle dépend du contexte. Comme le contexte va varier en permanence, l'agilité, elle doit évoluer en permanence avec l'évolution du contexte. On calme un behavior avec un accent déplorable et nous vous remercions. Je peux même arrêter le partage de présentation. Puis je suis la seule à pouvoir parler. Je t'applaudis. Alors du coup, peut-être si vous avez des questions éventuellement. Alors, il faut aller. Est-ce qu'il y a des questions? Même 10 minutes d'avance. Pour les questions. Il n'y a plus de questions. Merci pour les. Alors, si vous voulez poser des questions, vous avez vu, il y a un truc qui s'appelle Q&A sur le côté, qui doit vouloir dire question and answers. Arrêtez, on va y ouvrir. Il n'y a plus de questions. Ah, si, une question. Si. Alors, comment être un virus dans un contexte hiérarchique? Alors, on est 2 fonctionnaires d'État. Donc, en termes de contexte hiérarchique, on se pose assez bien. On voit. D'ailleurs, on voit. Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Après, il va falloir miser sur globalement, donc, si on reprend les 3 étapes qu'a cité Armel, la deuxième étape, c'est les managers. Donc, on est bien dans un contexte hiérarchique. Pour reprendre aussi ce que je disais tout à l'heure, quand vous arrivez par surprise, ça peut être par exemple, vous avez formé votre équipe à l'agilité, vous avez commencé à faire de l'agilité, et là, quand on vous demande « Mais au fait, qu'est-ce que vous faites là ?» Et vous dites « Ouais, je fais un truc qui fonctionne super bien, je fais de l'agilité. »
peut être l'effet de surprise de l'attaque. Absolument. Alors, je ne sais pas si on a répondu, si on n'a pas répondu tout à fait. Et donc, au contraire, il faut se servir du contexte hiérarchique. Hein. Je pense qu'on peut, on peut tout à fait se servir du contexte hiérarchique comme démultipliant de l'action. Il faut cibler. Il y a toujours des managers qui sont plus. On peut jouer les managers les uns contre les autres, ça c'est très sympa. Et sinon, il faut savoir cibler quelle est la bonne personne. Enfin, surtout quand on est dans la deuxième phase. Quand on est dans la phase des early adopters, des gens qui veulent un avantage concurrentiel, bah, globalement, ils veulent aussi un avantage concurrentiel, évidemment vis-à-vis de leurs clients, mais aussi vis-à-vis de leurs collègues au même niveau hiérarchique. Hein. Donc, voilà, on peut jouer un petit peu là-dessus. Alors, si on prend les autres questions, un virus doit forcément venir de l'extérieur, donc quelqu'un avec surtout pas. Enfin, à mon avis, surtout pas. D'où le slogan plutôt Be the virus. Enfin, bon, bref. Soyez le virus. Voilà, je vais arrêter de jouer avec l'anglais. Je vais apprendre à parler anglais pour la prochaine fois. C'est ça, c'est une amélioration. Non, au contraire. Moi, je ne crois pas à un virus qui vienne de l'extérieur, d'un super consultant, brillant, machin, tout ça. Au contraire, doit être forcément quelqu'un de l'intérieur, parce qu'il faut franchir la barrière externe de l'organisme vivant qui est votre organisation. Donc, c'est plutôt quelqu'un d'interne qui peut être le virus. Vous préconisez vraiment de truquer le patient zéro? Oui, bien sûr. Tu voulais dire, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, je voulais dire aussi sur la personne qui fait venir le virus, c'est mieux que ce soit quelqu'un de l'intérieur et qui soit convaincu que plutôt quelqu'un qui arrive et qui chamboule toute votre organisation, qui ne connaît pas nécessairement les codes et qui pourrait dire, bah voilà, en fait, vous devez faire de l'agilité comme ça, je suis sûr que ce sera forcément bien, et qui en fait n'en sait rien du tout parce qu'il ne vous connaît pas. Quelqu'un qui est dans l'organisation, entre guillemets, c'est un peu comme les agences filtrées, ils connaissent les points faibles. Donc, évitez les anticorps. Donc, préconiser de truquer le patient zéro, oui. Sauf si vous êtes prêt à prendre le risque. Voilà. Moi, je suis pas prêt à prendre le risque à partir du moment où j'implante une nouvelle idée. J'ai envie qu'elle franchisse la toute première étape. Alors, le patient zéro, c'est un truc qui est beaucoup trop risqué pour prendre un risque à ce moment-là. Après, ce qui est très intéressant, notamment quand on essaye de diffuser, de propager, de faire de l'agilité à l'échelle, c'est qu'il y ait un premier projet ou un truc comme ça qui se casse la figure. Ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'on a acquis la maturité nécessaire pour survivre à la… Mais si votre patient zéro foire, vous mettez la clé sous la porte. Avec un autre patient zéro sur une autre partie de votre entreprise, mais ça devient plus compliqué. Ouais. Quid du risque qu'un vaccin soit trouvé pour faire disparaître le virus? Alors, par exemple, si on prend le virus de l'agilité, qu'est-ce que ça pourrait être le vaccin? La nomination d'un directeur général, un président directeur général à l'ancienne, tout ça. Ou alors une méthode encore plus novatrice que… Ça peut être un autre virus, en fait. Ça peut être un autre virus. Mais voilà. Alors, caractériser le type de problème compliqué versus complexe. Monter un Airbus de toutes pièces, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué parce qu'il y a plein d'étapes, il faut des experts probablement qui sont spécialisés sur comment monter les pièces, machin, tout ça. Mais je suis sûr que si on me filait plusieurs mois devant moi, je serais probablement capable de le faire. Je le ferai étape par étape. Je construirai tel petit truc et puis après, je rajouterai tel petit truc, ainsi de suite. Parce que globalement, il faudrait qu'on me fournisse un diagramme de Gantt. Avec un bon diagramme de Gantt et les différentes étapes, globalement, je pense que je serais capable de monter un Airbus. Un problème compliqué. Donc ça, c'est le problème compliqué. Le problème complexe, c'est faire le plan de table à Noël quand il y a des gens de la famille qui ne peuvent pas se supporter. C'est pas compliqué, puisqu'il suffit d'asseoir des gens techniquement, c'est pas très compliqué, il suffit d'asseoir des gens sur des chaises. Par contre, tous les liens avec les gens, et si je mets Tati, Daniel à côté de Michel, qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, le problème, c'est qu'a priori, j'ai du mal à prévoir ce qui va se passer. En fait. Voilà. Et voilà, ce que je peux faire, c'est qu'au moment de l'apéro, je mets les deux à côté, et puis si je vois que ça explose, je change mon plan. Voilà. Je dois être prêt à changer mon plan. Je fais une expérimentation et du coup, je change mon plan.
Quand il y a des perfusions géantes pour oui. Alors, la question de Julien est quand il y a des perfusions géantes pour maintenir le coma artificiel de l'organisation en place. Tu travailles chez qui, toi, déjà? Oui. Au moins, peut-être insérer un virus là-dedans, ça me permettra soit de tuer le patient, soit au contraire de le faire renaître, en fait. Comment faire? Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Il me semble que oui. Et à 41 minutes, pour un truc demandé à 40, si je ne dis pas de bêtises, y a-t-il un orga dans la salle? Alors, on me dit dans l'oreillette qu'on peut couper quand on veut. Il y a un orga dans la salle. Micro. En tout cas, merci beaucoup pour cette session. Merci à vous. Bravo. Merci. Ce que je propose maintenant, c'est de clôturer cette session et de prendre quelques minutes de pause avant d'enchaîner sur la session suivante. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous.